On sait aussi les garde-fous qu'il faut mettre parce qu'on connaît les épées pervers, etc. On sait tout ça. Mais la solution n'est pas d'interdire. Et nous voulons, dans les pays qui le veulent, nous asseoir avec les pédagogues et les didacticiens du pays pour réfléchir à une utilisation des TIC et du smartphone en classe pour aider l'enseignant. Et à travers cette initiative, ces taxes également, nous voulons pousser à la promotion des compétences digitales dès le primaire, je dis souvent, parce que vous êtes d'accord, Madame la ministre, qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, des millions d'enfants africains terminent même jusqu'à la terminale sans avoir touché à un ordinateur. Et ce n'est pas, on parle de compétences du 21e siècle, d'emploi de demain. On sait que, selon les études sérieuses de la Banque mondiale, dans les 20 à 30 ans, 70% des emplois actuels vont disparaître au profit d'emplois dont l'exercice est basé sur les compétences numériques. Donc, nous devons préparer les enfants à les occuper et à créer leurs propres emplois. Et c'est par la promotion des compétences digitales que nous devons le faire. Et j'aime bien citer souvent les exemples de Google, Amazon, qui sont les propriétaires de ces structures-là sont des milliardaires aujourd'hui. Mais ce n'est pas que Amazon, le propriétaire d'Amazon a des magasins partout. C'est le plus grand centre commercial aujourd'hui pour acheter des affaires en ligne. C'est juste une application qu'il a créée. Et aujourd'hui, il a le plus grand magasin du monde. Donc, doter les enfants de compétences digitales. Aujourd'hui, on a dans les pays beaucoup de jeunes qui créent des startups et ils emploient d'autres jeunes. Et moi, j'ai fait le pari que dans 50 à 100 ans, nombreux d'entre nous ne seront plus là, mais l'école et l'université, en tant qu'institution physique, où on marche pour aller prendre des cours, leurs jours sont comptés. Ils ne vont plus exister. Dans 100 ans, je suis presque sûr que les universités vont devenir désuètes et seront très rares, ils seront remplacés par des cours à distance. Et l'accès à des ressources éducatives libres et illimitées, et où l'on pourra apprendre de partout, sans avoir besoin d'aller dans une structure appelée école ou université pour apprendre. Aujourd'hui, on a des milliers d'enfants, des millions de jeunes africains qui sont des étudiants des campus au Canada, à Montréal, à Washington, à Londres. Ils ne vont jamais y mettre les pieds. Pour ça, ce sont des étudiants de ces campus. Et le monde de demain, ça va être ça. Et donc, les compétences digitales sont essentielles à promouvoir pour ce monde de demain-là. Et déjà, plusieurs recherches sont en cours sur ce qu'on appelle l'école dehors. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on est en train de réfléchir comment l'école peut être dehors, pas dans les classes. Tout à fait. Demain, ça va être ça. C'est passionnant. Monsieur le directeur du Bureau international de l'éducation, Monsieur Ido, merci infiniment pour tous ces détails. Merci pour la présentation de ces priorités que vous nous avez décrites et les recommandations suite à la grande conférence internationale qui s'est tenue à New York. Je souhaiterais maintenant, puisque on a vu ce qui se passe au Bénin grâce à l'intervention de son Excellence Madame la Ministre. On a vu également, grâce à vous, quelles étaient les priorités de l'éducation, du Bureau de l'éducation. Et maintenant, j'aurais souhaité entendre le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi au Bénin, Monsieur Urbain Amekbedji, qui va pouvoir nous parler de la réalité du terrain que Monsieur Ido a commencé à aborder. Alors, Monsieur le directeur général, je vous donne immédiatement la parole. Merci, Madame. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Ido, merci à tous les participants à cette conférence qui, ma foi, est très intéressante pour nous replacer dans les réalités d'aujourd'hui et qui nous interpelle tous, chacun à son niveau, par rapport à sa responsabilité pour demain, pour nos pays. Je remercie Madame la Ministre qui a déjà déblayé tout le terrain en ce qui concerne les réformes, la prise de conscience de ce que, au Bénin ici, nous avons fait déjà les constats. Les constats en la matière, c'est quoi? Aujourd'hui, le marché de l'emploi évolue plus vite, est dans une certaine dynamique d'évolution
et on a l'impression que la formation va moins vite. Le marché se transforme, les métiers se transforment, les besoins des entreprises évoluent, tandis que les curricula et le système de formation changent à un rythme beaucoup plus lent. Du coup, on se retrouve très rapidement dans une situation d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Le marché du travail demande des compétences, demande des aptitudes, et les jeunes qui sont livrés sur ce marché par les universités, les centres de formation, ne répondent pas toujours à ces demandes. De fait, on constate que nous formons beaucoup dans le domaine général. Les étudiants qui sont déversés sur le marché ont des compétences générales, alors que le marché, les entreprises recherchent des techniciens. Il veut gagner de l'argent et ce dont il a besoin, c'est un personnel de métier qui peut lui servir tout de suite à gagner des marchés et à gagner de l'argent. Il n'a pas le temps. Il semble que nous ayons un petit problème technique avec monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. J'imagine qu'il va se reconnecter pour pouvoir nous dire ce qu'il en est justement au niveau du terrain, puisqu'il nous expliquait il y a 2 secondes que justement, il semble y avoir un grand décalage entre la formation elle-même et l'évolution du marché de l'emploi. Voilà, alors, voilà, monsieur le directeur général, je vois que vous êtes de retour. Vous étiez justement occupé. Voilà. Donc, vous étiez justement occupé à nous expliquer. D'accord, merci madame. Je disais donc que la conséquence de cette inadéquation que nous constatons, c'est beaucoup de demandes d'emploi qui ne correspondent pas aux besoins du marché. Mais c'est également des besoins du marché qui ne sont pas satisfaits. Dans notre travail que nous faisons ici au Bénin, il nous arrive bien souvent d'avoir des demandes des entreprises sur les bras qui recherchent des compétences, qui recherchent des jeunes de métier et nous ne trouvons pas ces professionnels pour le leur donner. Pendant que nous avons beaucoup de jeunes qui ont des licences, des masters, pour lesquels nous n'avons pas d'options ou de propositions concrètes. La première conséquence qu'il faut en tirer, c'est que la formation doit absolument évoluer. Elle doit désormais être au service du marché. On forme pour quoi? Pourquoi on forme? On forme pour un marché. Et que demande le marché? C'est cela qui doit guider l'élaboration des curricula de manière à ce que, après que les enfants aient eu les connaissances générales, ce qu'on doit savoir, on doit maintenant spécialiser, former les enfants sur la demande du marché, le besoin du marché en termes de compétences et d'aptitudes. C'est la première des choses. Et donc, je dirais, il faut, pourquoi forme-t-on? Pour quel marché forme-t-on? Si l'on connaît le marché, la formation doit être donc adaptée à ce marché-là. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut moins de général pour plus de techniques et de professionnels pour le marché que nous avons. Mon prédécesseur qui vient d'intervenir a beaucoup parlé de numérique. Évidemment, le marché du numérique est en train d'évoluer à une rapidité telle qu'aujourd'hui ou bientôt, plus rien ne sera possible sans le numérique. Alors, la formation est-elle en train de prendre en compte tout cela de manière à ce que le jeune qui est envoyé sur le marché de l'emploi puisse avoir les aptitudes et les compétences pour pouvoir affronter ce marché de l'emploi? Il a parlé de peut-être dans 50 ans, 100 ans. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus tôt que cela, peut-être dans 20 ans.
il a dit qu'on n'aura pas besoin peut-être d'aller dans une université avant de prendre des cours. Moi, je dirais, on n'aura plus besoin d'aller au service, sortir de sa maison pour aller au service. On travaillera de chez soi et on fera des réunions comme nous sommes en train de le faire dans la même entreprise, à travers nos ordinateurs, à travers le numérique. Et donc, il y a beaucoup, dans certains métiers, on n'aura plus besoin de louer un bâtiment, de regrouper du personnel dedans. Chacun sera chez soi et pourra contribuer au travail et on aura une entreprise prospère qui travaille et qui gagne de l'argent. Et ça n'aura pas besoin de 50 ans. Je pense que dans moins que ça, nous sommes déjà à la porte de cela. Alors, lorsqu'on est dans ce genre de révolution qui est à notre porte, est-ce que la formation, les curricula sont réajustés pour pouvoir prendre en compte cette réalité de manière à ce que les jeunes qui entrent dans le marché puissent avoir les aptitudes et les gestes nécessaires. Et donc, on revient à votre thème qui dit donc qu'il faut repenser les curricula. Je dois dire qu'en ce qui concerne le Bénin, je ne vais pas répéter ce que la ministre a dit, le diagnostic est fait, la prise de conscience est grande, le gouvernement a décidé de prendre les choses avec les grands moyens et a décidé de faire la réforme totale du système de manière à ce que nous puissions être plus en adéquation avec ce que notre marché recherche. D'ailleurs, actuellement, avec la décision du gouvernement de passer à l'industrialisation et de ne plus exporter certains produits agricoles du Bénin, il est interdit, certains produits agricoles du Bénin sont interdits d'exportation de façon brute. Il faut les transformer avant de les exporter. Cela a créé de nouveaux besoins pour les entreprises, des techniciens dont on a besoin pour faire cette transformation, des labos, et qui nécessitent que nous puissions former des jeunes pour pouvoir faire tout cela. Dans la zone industrielle dans laquelle nous avons pu recruter 1 millier de jeunes qui travaillent dans le textile actuellement, nous sommes amenés à former ces jeunes, à payer leur formation avant qu'ils n'aient un contrat auprès de ces entreprises. Alors que si cette formation avait déjà été faite, les entreprises auraient déjà commencé le travail et ne seraient pas en train de perdre 8 mois de formation de ces jeunes avant de les mettre au travail. Une certaine adaptation serait suffisante pour pouvoir le faire. Et donc, avec cette nouvelle donne d'industrialisation, il s'avère que de nouveaux besoins s'expriment encore dans le marché du travail et cela devient un nouveau défi pour la formation. Il doit s'adapter. Si vous y allez maintenant dans le domaine du textile, vous aurez des milliers de machines à coudre et la question se pose pour nous déjà de savoir, avons-nous les techniciens qui peuvent réparer ces machines? Avons-nous les pièces de rechange pour les réparer? Ou devrions-nous aller chercher, puisque ces machines nous viennent de l'Inde, ou devrions-nous attendre que les Indiens viennent nous les réparer chaque fois que cela va tomber en panne? Il se pose donc pour nous un défi. Le marché évolue très vite et dans une dynamique rapide et la formation devrait également entrer dans cette dynamique pour pouvoir répondre à ce besoin-là. C'est ce que je voudrais dire pour l'instant en attendant la suite des événements. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, parce que vous nous avez partagé une préoccupation. Alors, je pense que voilà, à nouveau, je vous remercie pour votre intervention parce que ainsi, vous nous avez montré certaines réalités du travail. Monsieur Ido nous a effectivement parlé de l'importance de maximiser l'utilité des smartphones, par exemple, et d'effectuer la promotion des cours hybrides. Et c'est vrai que la pandémie et particulièrement le confinement a donné un coup d'accélération absolument incroyable à cette forme d'enseignement. Maintenant, quand vous parliez aussi du fait qu'il est important qu'il y ait de comprendre les besoins du marché et ainsi de mieux pouvoir diriger les élèves, les étudiants, les diplômés. Alors, je me permets de dire que, par exemple, ici, en Suisse, l'apprentissage
est une formation qui est la plus répandue après l'école obligatoire. L'école obligatoire en Suisse est jusqu'à 16 ans et l'apprentissage bénéficie d'une très bonne réputation, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains pays où on donne la priorité à des études poussées universitaires. Et comme vous l'avez mentionné, monsieur le directeur général, après, nous nous retrouvons avec une quantité importante de jeunes qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats et qui sont au chômage. Tandis qu'en Suisse, si vous voulez, on dirige les enfants, les jeunes autour de 15-16 ans par rapport à leurs aptitudes et aussi par rapport à leur passion, plus ou moins vers donc les professions existantes dans l'apprentissage. Et ils ont à peu près 230 possibilités existantes pour trouver une place d'apprentissage et qui, comme vous l'aviez indiqué, on met les gens en fait directement en situation d'activité pour qu'en fait personne ne perde du temps. Autant l'employeur qui forme que l'enfant ou le jeune qui est formé. Mais je voudrais me retourner à nouveau vers Madame la ministre pour qu'elle nous parle un peu plus aussi, justement, que cette volonté absolument incroyable, cette volonté politique du Bénin de vouloir s'adapter, anticiper, puisque étant donné que les choses ont été prises en main bien avant, je dirais, la mise en évidence de cette problématique, si vous pouviez, par exemple, nous dire quelle articulation plus facile voyez-vous entre le milieu économique qui est à la recherche d'employés et l'éducation dans les nouveaux modes de formation qui ont été retenus par le Bénin. Parce que je vous rassure, ici en Suisse aussi, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont où on ne trouve pas d'employés depuis la pandémie, particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Les employés ont disparu, il n'y a plus personne qui veut être employé dans ce secteur qui est assez mal rémunéré et qui est très dur. Madame la ministre, nous vous écoutons. Voilà. Oui, Madame Catherine, tout à l'heure, il semblerait que l'image était un peu sombre. J'espère que ça va mieux. J'ai tenté il n'y avait pas les lampes n'étaient pas allumées. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va bien. Tout à fait. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci, madame. Très bien. Effectivement, je rejoins ce que les prédécesseurs ont commencé par faire condition, la formation, la qualité de la formation, ça prend un coût. Et une formation, une très bonne formation demande un certain nombre de ressources. Non seulement les ressources humaines qui sont mises à disposition par le gouvernement, ça se renouvelle et actuellement le besoin est tel que le gouvernement est en train de s'activer pour compenser le gap. Il y en a qui vont à la retraite, il y en a qui sont appelés à divers postes et il y a des entités qui connaissent leur creux en matière donc de personnel d'encadrement. Mais en dehors de cela, la formation, la bonne formation appelle à un bon environnement. L'environnement, c'est vrai, j'ai entendu tantôt que les besoins vont de telle sorte que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, nous n'aurons vraiment plus une existence physique des universités. Je voudrais très sincèrement tenter de mettre un point d'interrogation parce que n'oublions pas le côté
le côté contact qui joue un rôle très important dans la formation. La digitalisation, c'est très bien, numérique, c'est très, très bien, mais le contact également n'est pas moins important. Je voudrais encore rappeler, toujours pendant ces périodes de COVID, où les enfants, je ne veux pas citer les pays, étaient fatigués de rester, fatigués, ils étaient sur le point de commencer par gréver pour rejoindre les classes. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, le besoin a son cycle. Le besoin a son cycle qu'on doit encadrer. Et si on ne sait pas l'encadrer, on va simplement se faire entraîner par le besoin. Et puis, à un moment donné, le besoin va s'éteindre et va nous lâcher. C'est pour cela que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a pris la mesure des choses et a choisi de revisiter, évidemment, les infrastructures de façon à offrir les formations mixtes. Donc, il y aura forcément un jeu de nombre d'effectifs que nous allons devoir gérer. Il faut évidemment mettre en ligne un certain nombre de formations. Il y a certaines formations, vous avez parfaitement raison, qui n'ont pas besoin d'être nécessairement rendues physiques dans un amphi, dans une salle. Et ça, les universités ont déjà été instruites et cette année, elles sont déjà très avancées dans leurs propositions. Et la rentrée prochaine, par exemple, nous allons commencer par mettre un certain nombre de formations en ligne. Inviter certains professeurs pour les spécialités que nous n'avons pas. Il faut avoir le courage d'aller rechercher là où ils sont et de les inviter. Et qu'on ne les invite pas simplement pour faire leur temps de séjour et partir. En les invitant, il y a un code de responsabilité, il y a un compte d'attente qui est associé à cela, de façon à ce que leur présence, leur invitation soit évidemment en rapport avec la formation de relève. Cela étant, c'est juste pour soutenir les propos de mes prédécesseurs et dire que relation économie et formation est une relation importante, une relation tangible, une relation forte qui doit toujours se maintenir. C'est ce qui s'est traduit dans le programme d'action du gouvernement. Et on a compris que autour de la formation, nous devons pouvoir aller vers les conséquences sur la transformation structurelle de l'économie. En effet, l'homme qui est très bien formé, un apprenant très bien formé, il sort, il a déjà ce qu'il doit pouvoir offrir parce que pendant qu'il est en cours de formation, il a déjà fait des prospections et de l'autre côté, il y a également des entreprises qui l'attendent. Il n'attend pas avant de connaître le milieu de l'entreprise. Il y a des stages, il y a toute une dynamique en cours pour aller à une loi qui encadre ou à un test, donc un décret qui encadre l'organisation des stages dans notre pays, de sorte que au cours de sa formation, l'apprenant puisse avoir la possibilité de faire des découvertes, de faire des immersions et de se préparer pour rentrer en entreprise. En dehors de ça, les formations ont été nourries de sorte qu'il y a une bonne dose actuellement qui se met en place autour de la question de l'entrepreneuriat. Il n'est pas possible qu'un apprenant très bien formé sorte et commence par se tourner les pouces. Ce n'est pas possible. Les jeunes sont tellement ingénieux maintenant que nous devons gérer avec cela et leur offrir un bon espace de pleine expression de leur potentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous voyez, lorsque la formation prend en compte ces réalités et livre des diplômés qui ont compris l'enjeu, qui ont compris leur utilité dans la société et en face des entreprises qui les attendent, évidemment que cela aura un impact avéré sur l'économie. Et le monsieur Amigbeji l'a dit tantôt, au niveau de la zone industrielle de Glodibé et d'autres zones, il y a maintenant un besoin. On a vu la capacité et surtout l'engouement de ces jeunes. Milliers de jeunes qui sont allés, ils ne s'en cassent pas,
ils ne voient même pas passer le temps parce qu'ils sont excités, ils sont joyeux de faire ce qu'ils veulent faire. Et quand ils vont sortir, si c'est pendant quelques temps de séjour, ils sortent avec les doigts très agiles pour attraper quelque chose dans la vie active. Donc, vous voyez, c'est ainsi pour dire que les formations que nous donnons à l'université sont des formations qui s'ajustent au fur et à mesure. Les formations, au bout d'un certain temps, on revise les curricula de formation, on intègre les nouveaux besoins, on regarde les besoins ou les offres de formation qui deviennent assez encombrantes, on les dilue et nous donnons un peu plus la chance aux apprenants, aux diplômés de participer à l'animation donc de la vie économique. J'allais peut-être aussi finir en disant que l'aspect formation, renforcement des capacités de personnel enseignant également est un aspect important. J'ai dit que le gouvernement a mis en place un organe récemment qui est la Délégation générale au contrôle à l'éthique. Cette délégation a une mission très importante, aussi bien dirigée vers le corps de formation, aller regarder les supports de formation, qu'est-ce qui date de longtemps et qui franchement n'a plus de sens. Il y aura tellement de révisions, de révolutions dans ces supports de formation. Il faut que ces formations soient actualisées. Il n'est pas possible qu'on ait un support de cours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 10 ans sans le retoucher. Ce n'est pas possible. Ça sera vraiment suivi d'une forte recommandation et en cas de récidive, il y aura des sanctions qui sont fortes. Donc, en dehors de ce regard sur ce que donnent les enseignants, le corps d'encadrement, il y aura également un regard important sur ce qui sort. Et donc, lorsque vous formez et qu'au bout d'un certain temps, on fait le point et on ne trouve pas en quoi est-ce que la formation a été utile, alors c'est qu'il y a un problème. Donc, il y aura également beaucoup de situations d'interaction entre les entreprises et les universités. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'organiser les soutenances, que ce soit soutenance de licence, soutenance de master, soutenance de doctorat, il n'est plus question que ça se passe dans l'enclos des universités. Ça doit se passer en présence des acteurs avérés qui viennent déjà regarder ceux qui sont en train de sortir et faire déjà leur choix. Donc, voilà un peu tout ce qui se met en place et qui montre que la relation entre le niveau de formation et la vie économique est une relation triviale. Merci, Madame Kater. Merci infiniment, Madame la ministre Yaïla Descamps, pour votre intervention. Et vous avez tout à fait raison. Il est très important d'avoir un excellent environnement, comme l'a indiqué aussi Monsieur Ido, pour faire en sorte, puisque c'est quand même l'environnement où nos enfants passent le plus de temps, donc il est très important que l'école puisse transmettre aux enfants des valeurs très importantes pour la société, la tolérance, la gentillesse, la bienveillance, mais également la solidarité. Ce sont des valeurs qui doivent être transmises par le système éducatif. Et comme vous l'avez indiqué, je pense comme vous que le contact humain ne pourra jamais être remplacé et que nous savons tous, nous l'avons tous expérimenté, ou nous-mêmes, ou nos parents, ou nos enfants, que lorsqu'on a un professeur bienveillant, il peut nous inspirer et nous ouvrir des portes vers un domaine auquel on n'aurait jamais pensé s'intéresser, mais avec sa pédagogie et son sens humain, des professeurs ont souvent aidé des enfants à sortir de l'échec scolaire. Et pour ce faire, justement, permettre d'avoir un système éducatif qui obtienne un taux de réussite plus important et aussi plus adapté, je redonne la parole au directeur du Bureau international de l'éducation, M. Yao Ido, qui souhaiterait nous parler encore d'un élément supplémentaire que le BIE essaye de développer et d'analyser avec les États membres de l'UNESCO. Monsieur le directeur,
Oui, Ido? je ne sais pas si vous me voyez, je vous entends très bien, je vous vois, mais je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Vous m'entendez? Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez? Oui, nous vous entendons parfaitement. OK, bon, si vous ne me voyez pas, ce n'est pas trop grave, mais je ne comprends pas pourquoi. Euh, euh, Katia et Jean-Louis, merci de voir, s'il vous plaît. Alors, On vous voit, on vous voit. OK, parfait. L'élément dont je voudrais parler avant de réagir aux réactions de Madame la ministre et puis de Monsieur le DG, je disais au début de mon intervention que Guterres, lorsqu'on était à New York, a parlé de décoloniser l'éducation. Et nous, au BIE, nous travaillons sur ce que nous appelons la promotion des curricula endogènes. C'est-à-dire que travailler à faire en sorte que les écoles africaines, qui aujourd'hui sont les cimetières des cultures africaines, nous voulons travailler à changer cela. Travailler à faire en sorte que l'école cesse de devenir le lieu où les cultures africaines se meurent. Parce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, quand on entre, on a un brainwash, un lavage des cerveaux culturel et on ne sort pas très fier de ces cultures, contrairement aux pays asiatiques dont on parle. Et l'idée, c'est comment faire pour que les cultures africaines soient valorisées à l'école et que les citoyens qui sortent des écoles se sentent réellement africains, enracinés dans leur culture, avant de s'ouvrir sur les cultures du monde. Et cela, ça passe par la valorisation des cultures et des savoir-faire traditionnels. L'école, en Afrique, nous voulons valoriser, par exemple, les compétences, les savoir-faire des vieux. Ça Madou Pateba a dit que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Mais quand la bibliothèque n'a pas encore brûlé, on n'en fait aucune exploitation pour l'éducation. Et nous voulons, à travers cette initiative que nous lançons sur les curricula endogènes, voir comment, dans chaque localité, on valorise les savoir-faire traditionnels. Même si les parents sont analphabètes, ils ont oui, des savoir-faire. Excusez-moi, monsieur le directeur, je me permets de vous interrompre pour demander à ce que tous les participants veillent à ce que leur micro soit bien fermé. Veuillez, s'il vous plaît, veiller à ce que les micros soient bien fermés pour que nous puissions entendre correctement monsieur le directeur. Merci beaucoup. Monsieur le directeur Ido, s'il vous plaît. Monsieur le directeur Ido, Oui, s'il vous plaît. OK, très bien. Merci. Donc, je disais que nous voulons travailler à valoriser les cultures, les savoir-faire traditionnels. Même si les parents dans un village sont analphabètes, ils ont des savoir-faire qui doivent être utilisés pour la construction des savoirs en classe. Et j'aime bien prendre l'exemple que moi, c'est en classe de CE2. Le seul moment où j'ai été amené à travailler avec mon père, c'est quand on a demandé l'arbre généalogique de chacun. Tout le monde est allé voir son père pour demander des informations sur leurs parents, etc. Mais l'école doit multiplier des opportunités d'échange entre les élèves et les parents. Et ça, c'est un élément important. Le deuxième, c'est l'éducation multilingue. L'UNESCO a mené des expériences de par le monde qui ont démontré que lorsqu'un enfant commence l'école dans sa langue maternelle, il a de meilleurs résultats. C'est connu, scientifiquement, c'est avéré et les résultats sont partout qui le prouvent à suffisance. Non seulement il a de meilleurs résultats dans tous les domaines et son apprentissage même s'accélère. Et nous voulons travailler à accompagner les pays qui veulent promouvoir les langues nationales comme médium d'enseignement à le faire. Malheureusement, l'Afrique est aujourd'hui le seul continent où 8 enfants sur 10 commencent l'école dans une langue autre que celle qu'ils parlent à la maison. Et nous voulons aider les pays africains à réellement à changer cela parce que c'est un des meilleurs moyens pour améliorer la qualité de l'éducation. Et enfin, l'autre élément, je voulais réagir rapidement sur ce que Madame le DG a dit. Dans son intervention, il a dit on forme pour quoi? Et il a répondu, il a dit qu'on forme pour un marché. Je voudrais dire oui, ça c'est un élément, c'est indéniable. Mais aussi, on forme simplement pour que les citoyens puissent s'auto-promouvoir et puissent avoir une autre satisfaction de savoir, d'être cultivés, de savoir lire et écrire. Et ça, ce n'est pas pour le marché. Et ensuite, on doit de plus en plus, et ça manque en Afrique, doter les enfants de compétences pour l'auto-apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la qualité d'un curriculum, on ne peut pas répondre à tous les besoins en compétences des enfants parce que les besoins sont tellement changeants qu'on devrait mettre l'accent sur apprendre à apprendre
pour que, quelle que soit la situation devant laquelle l'enfant se retrouve, le jeune se retrouve, qu'il sache développer des compétences pour apprendre. Et enfin, on forme aussi pour créer des emplois. Et c'est vers ça qu'on doit aller de plus en plus en Afrique. Former les États n'ont plus les moyens d'offrir des emplois aux jeunes. Donc, on doit former les jeunes à l'auto-emploi et la création de leur propre business. Et ça, c'est possible, notamment avec les TIC et l'intelligence artificielle. Et Catherine a parlé fort éloquemment de l'expérience suisse, et je voulais juste en dire un mot, pour dire que, comme elle l'a dit, en Suisse, il y a presque zéro chômeur. Quand les gens sortent des écoles de formation professionnelle, ils sont à 99% employés. Mais c'est parce que, et ça, c'est grâce à deux éléments. Le premier, c'est que les contenus des écoles de formation ne sont pas des contenus qui sont là ad vitam aeternam, comme chez nous en Afrique, où on a un programme pendant 20, 30, 40 ans, c'est le même programme qu'on fait dans les écoles de formation professionnelle. En Suisse, il y a d'abord une étude prospective du marché. On étudie dans 10, 15 ans quels vont être les domaines où on aura besoin d'emploi. Et ensuite, les propriétaires des écoles de formation travaillent sur ces domaines-là et modifient le curriculum à la lumière de cela pour que les gens qu'ils vont former, ils puissent accéder à ces emplois. Donc, il y a ça qui est quelque chose de fondamental qu'on ne fait pas en Afrique. C'est d'abord l'étude prospective du potentiel et ensuite comment on influence les programmes de formation pour être en adéquation. Et le dernier élément pour la Suisse, qui est la raison de leur succès, c'est le fait que les entreprises sont activement impliquées dans la conception des programmes de formation, des contenus de formation, et mieux, les entreprises viennent intervenir en classe pour les formations. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre pour ce faire. Enfin, madame, je suis d'accord avec vous que quand j'ai dit que l'institution école risque de disparaître, vous avez dit que le contact, il est important. En effet, on ne peut qu'être d'accord avec vous. Mais la réalité, madame, aujourd'hui, c'est que, par exemple, bon, ce n'est pas encore arrivé chez nous en Afrique, mais quand on est en Europe, quand vous allez, par exemple, à la station, en Afrique, quand tu gardes ta voiture à la station, tu discutes avec le pompiste, il remplit ton réservoir, tu t'en vas. Ici, tu arrives, il n'y a personne. Tu descends, tu remplis ta voiture, tu t'en vas. C'est dommage, mais c'est ça aussi l'évolution. Et c'est ce qui est, vous savez également qu'Amazon a commencé à ouvrir des boutiques où il n'y a personne. Les boutiques où tu arrives, quand tu es abonné chez Amazon, tu arrives, tu badges, la boutique s'ouvre, tu rentres, tu prends tout ce que tu veux. Quand tu ressors, tu badges et ton compte est débité. Et de plus en plus d'entreprises veulent faire ça parce que quand ils n'ont plus besoin forcément d'avoir des employés pour venir à la caisse et tout ça. Malheureusement, c'est dommage pour l'humanisme, c'est dommage en tant qu'Africain pour la chaleur humaine que nous on désire tant. Mais la réalité, c'est que c'est l'évolution du monde qui va imposer ça. Et monsieur le DG parlait tout à l'heure du fait qu'on va travailler de chez soi. C'est ça l'évolution du monde. Il n'y aura plus un endroit où on dit que ça, c'est l'entreprise Toyota ou quoi, où on va aller travailler. Ça n'existe. Dans 100 ans, ça ne va plus exister. L'entreprise va exister de nom, mais c'est de la maison, c'est de sous le manguier ou alors de partout que les gens vont travailler parce que les entreprises, aujourd'hui, avec la COVID, ils ne veulent même plus louer les locaux parce qu'ils ont vu que ça leur coûte de l'argent de louer les locaux. Donc, ils font travailler les gens de la maison et ça leur revient moins cher et la rentabilité est plus forte. Donc, quand je dis que l'institution école, pour conclure, risque de disparaître, c'est que de plus en plus, ça va se virtualiser. Les enseignants le rôle de l'enseignant va se transformer. Ça ne va plus être le même que celui d'aujourd'hui. Oui, on est au contact de lui, on lui dit bonjour. Malheureusement, en fait, ce n'est pas que je suis d'accord avec, mais c'est ça la réalité et c'est ce qui va s'imposer dans l'avenir. Et on doit commencer à préparer nos enfants à cela. C'est pour ça que je disais que c'est indispensable que chaque pays prenne l'engagement de dire qu'aucun enfant ne va terminer le primaire sans compétences digitales, par exemple. Et parce qu'on doit préparer les enfants à ce monde qui se virtualise, malheureusement au détriment de l'humanisme, mais c'est ça la réalité. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur Ido, pour cette intervention pleine de passion, parce qu'on sait que vous êtes passionné par votre thème. Vous êtes vraiment connu à Genève pour ça, pour être une personne vraiment impliquée et passionnée.
J'aimerais, si vous le permettez, demander aux personnes qui souhaitent poser une question, non seulement de lever la main, leur petite main virtuelle, mais également d'écrire des questions dans le chat, c'est-à-dire dans la petite boîte de discussion, ce qui nous permettra de prendre au fur et à mesure des questions et de demander à nos brillants intervenants d'y répondre si le temps nous le permet. Parmi les personnes à qui je souhaiterais donner la parole, si vous le permettez, il y a un des partenaires de l'événement qui a également levé déjà sa main, qui est monsieur… Alors, je ne vois pas. Je peux ajouter un mot? Voilà, pardon? Je voudrais ajouter… Voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter, allumer votre caméra pour que nous ayons le plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Monsieur le DG. Oui. Vous souhaitiez intervenir? Oui, je voudrais prendre 2 minutes pour dire 2 ou 3 petites choses complémentaires. Je voudrais dire que de ma position et parlant toujours du marché de l'emploi et des besoins des entreprises, il est important aujourd'hui de mettre l'accent sur les soft skills, les aptitudes et les attitudes humaines, douces, dont on a besoin dans l'entreprise et qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Peut-être que en repensant les curricula de formation, il est important aujourd'hui de tenir compte de cela. Ça cause beaucoup de dégâts dans les entreprises. Beaucoup d'enfants que nous envoyons dans les entreprises sont retournés pour des questions de comportement, d'attitude à avoir en entreprise qu'il est important de leur enseigner. La deuxième chose, petite chose que je voudrais ajouter, c'est que l'entreprise doit participer désormais mieux à la formation. On ne peut pas faire la formation sans les entreprises. Ceux qui sont consommateurs du produit doivent s'impliquer plus. Ça se fait déjà ailleurs, mais ça doit se faire beaucoup plus chez nous. Et ça devient très, très important que les entreprises, qu'il y ait un couloir bien étanche entre l'école et l'entreprise, de manière à ce que l'enfant qui est formé, qui est diplômé, puisse déjà en savoir davantage sur son environnement de travail et que également l'entreprise puisse dire, intervenir pour dire de quoi elle a réellement besoin. Donc, ça aussi, beaucoup plus d'intervention dans la formation, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a comme l'impression qu'il y a l'université et il y a l'entreprise à part. Ça ne doit pas être le cas. Les deux doivent être vraiment très, 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 très proches. Je parlais d'attitude tout à l'heure. Le directeur Ido est revenu là-dessus, sur le fait que les choses, le marché évolue beaucoup et que l'emploi même va changer. Et je continue de le dire, pour ce que j'observe, ça va changer. On va travailler beaucoup plus de chez soi. Et cela demande que des employés maintenant beaucoup plus autonomes, qui puissent s'organiser sans superviseur, sans supervision, mais fournir le résultat à partir de chez eux. Cela demande une autre attitude, un autre comportement qu'il faut introduire dans la formation de manière à ce que les enfants puissent acquérir ces aptitudes. Je terminerai en disant que quand je dis que pourquoi il faut former pour un marché, j'intègre bien entendu l'emploi indépendant, l'auto-emploi, puisque aujourd'hui, si je prends le cas du Bénin, 80% des emplois sont des auto-employeurs, des employés. Donc, le bassin de l'emploi est dans l'auto-emploi. Du coup, quand je parle de former pour le marché, je vais dire d'abord de cela, de la capacité que l'on donne aux jeunes à pouvoir savoir que quand il sort avec son diplôme, il peut travailler pour quelqu'un, mais qu'il peut également travailler pour lui-même et créer quelque chose. Il doit l'intégrer. Ce n'est pas à l'ANPE qu'il va apprendre que
il peut créer une entreprise. Il doit l'avoir intégrée et avoir déjà eu même un projet sur lequel il a travaillé déjà à l'université et qui pourrait lui servir de base pour pouvoir démarrer. Donc, j'intègre totalement dans le marché et c'est cet aspect qui est même le plus important parce que c'est là où il y a le plus d'emplois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant votre complément, monsieur le directeur général. Comme je l'indiquais, alors merci pour les questions que nous commençons à voir paraître dans le chat, c'est-à-dire dans la discussion. Et je vois que monsieur Charles Couffin s'est connecté et a allumé sa caméra. Monsieur est le directeur général de l'ISM Adonai et qui est fondateur de l'école du même nom et qui est partenaire de cet événement. On vous remercie beaucoup pour votre soutien à cet événement et je vous prie de contribuer à cet échange parce que vous avez une intervention à effectuer. Je vous en prie, vous avez la parole, monsieur le directeur général. Merci bien pour cette initiative sur la reformulation des curricula de formation pour correspondre aux besoins des emplois d'aujourd'hui et de demain. Je salue très respectueusement Madame la ministre qui est intervenue sur cette conférence. Et je salue également les autres intervenants, M. Ido et tous les autres, pour la richesse de leur rapport. Et nous, à l'ISM Adonai, nous sommes une institution privée d'enseignement supérieur et je félicite à cette occasion tous mes collègues fondateurs d'établissements privés d'enseignement supérieur qui, en tant qu'acteurs privés, sont venus à la ressource de l'État au moment où s'est posé le problème de la massification des établissements publics d'enseignement supérieur pour résorber donc, le besoin important de formation qui se posait depuis déjà avant les années 2000. En tant qu'institution privée, ISM, nous sommes en première ligne. Et comme vous devez l'imaginer, sur la question de la refondation des curricula de formation pour qu'ils puissent correspondre aux besoins du marché. Et dans ce domaine-là, notre institution est installée à la fois au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire, intervient dans une dynamique de management interculturel et puis inter-pays pour correspondre un peu avec tout ce qui se fait un peu sur le plan international. Et nous avons donc entrepris avec courage un certain nombre de retouches de manière permanente sur nos différents programmes, même si ces programmes-là sont fixés d'abord par le gouvernement, par notre ministère de tutelle. Nous intervenons en permanence chaque année sur cette curricula de formation pour apporter certaines innovations. Par exemple, sur l'utilisation des outils technologiques et informatiques de manière à ce que les étudiants soient habitués à l'utilisation de ces outils. Nous avons introduit l'utilisation, par exemple, des e-books sous la forme de bibliothèque numérique pour que les étudiants puissent avoir accès à des ressources bibliographiques pour pouvoir faire leurs études, pour pouvoir faire des recherches et pour pouvoir travailler. Nous avons introduit également dans
à Covid-19 pour l'assistance. Et on peut dire que grâce à Covid-19, un certain nombre d'innovations ont été introduites dans ce domaine-là, pour que même, comme on l'a dit, chez soi, on puisse être mis en contact avec l'école pour étudier. Et nous en profitons pour diffuser ces dangers. Et c'est ça, nous sommes en direction aux antennes qui se trouvent à Dabamé, à Darat, à Lomé, à Abidjan, à Koubert, à Rakou, ainsi de suite, si bien que nous arrivons quand même à profiter des nouvelles technologies de l'information pour aller plus loin dans ce que nous faisons. Nous avons également introduit des cours de formation en entrepreneuriat et à la création d'entreprises pour inculquer à nos étudiants de manière insistante et de manière forte la culture de la créativité, de la création d'entreprises, puisque si nous devons produire, nous devons offrir des formations pour le marché, et j'en conviens avec le directeur général de l'emploi, et que ce entrepreneuriat vient naturellement au secours de notre économie par la création d'un volume d'entreprises qui viendrait accroître le tissu économique de nos pays. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il aura vraiment beaucoup d'emplois. Et donc, nous incitons beaucoup d'étudiants à s'investir. Et nous avons des cours qui sont dédiés à cela pour qu'ils puissent, une fois venus sur le marché de l'emploi, qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ils puissent s'investir eux-mêmes dans la création. Oui, on comprend tout à fait cette importance et c'est vrai que c'est vraiment bien que vous puissiez nous le présenter ici, surtout que dans votre fonction, vous arrivez justement à voir les choses de manière, je dirais, plus réelle, hein, puisque vous l'abordez en permanence. J'aimerais en profiter, si vous le permettez, comme je vois qu'il y a énormément de questions qui sont posées. Madame la ministre, on aimerait aussi vous entendre, puisque vous voyez dans le chat, vous-même dans le box de discussion, que les questions fusent à propos, je dirais, du côté pratique et surtout de ce lien, de ce pont entre formation, études, donc éducation, formation et emploi. Il est clair que les jeunes partout dans le monde, et pas seulement en Afrique, sont très préoccupés par leur avenir et souhaitent avoir, on va dire, des professions qui leur permettent d'avoir des emplois et des emplois bien rémunérés si possible. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire de quelle manière pratique, justement, votre ministère s'investit pour essayer d'être au plus proche des réalités du terrain? Oui, merci, Madame Catherine. J'avoue que là où je suis, je n'arrive pas à voir les discussions, hein, les questions. Donc, c'est à travers votre réaction maintenant que je comprends qu'il y a certainement des préoccupations. Moi, je voyais les mains virtuelles et donc j'attendais d'avoir des questions. Donc, ce que je dirais, c'est que, alors, à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique avec les universités, je vais tenter de redire un peu ce que j'ai dit jusque-là, que il est clair que le problème est là. Nous ne sommes pas aveugles. Nous avons vu le problème et nous avons compris qu'il y a une question de régulation de flux.
tant qu'on ne régularise ou qu'on ne régule, je préfère plutôt réguler le flux, on aura toujours des difficultés et c'est ce que le gouvernement a compris en dynamisant déjà au niveau de secteur de l'enseignement secondaire, de la formation technique, la création déjà des lycées techniques, des écoles de métiers, des lycées scientifiques pour gérer le flux. Donc, la perspective, elle est là. Le flux ne sera plus ce que nous connaissons. D'ici 2 ans, nous n'aurons plus les mêmes flux. Ça a commencé depuis, je crois, 2 ans, les professeurs qui seront recrutés dans cette vision et cette activation des choses sont déjà en formation et je pense que quelques-uns sont déjà en train de finir. Ça veut dire que la perspective est déjà enclenchée et nous aurons moins d'étouffement au niveau des universités. Maintenant, au niveau des universités, la réforme également est là avec le grand programme de développement qui amène les universités à revisiter leur curricula de formation. Il faut agir. Ce que nous avons commencé par faire, c'est que les curricula de formation sont révisés. Il y a quelques formations qui sont déjà presque laissées de côté. Il y a d'autres formations qui seront évidemment ouvertes parce que l'université, c'est ça son rôle, c'est de former, d'éviter, de réduire le taux d'ignorance. Donc, les universités vont toujours former, ça c'est sûr. Il y a, on ne peut pas, quelqu'un l'a dit tantôt, je crois que c'est Ido qui l'a dit, que on ne peut pas réduire donc le champ de formation des universités jusque simplement à ce que veulent les étudiants ou à ce que veut le marché. Le marché est déjà là, il veut quelque chose. Il faut que les universités les comprennent et puissent donner de réponses à cela. En dehors de ça, le marché, il est comment? Le marché est riche comment? Le marché, il y a combien d'entreprises qui attendent? Et il y a combien de jeunes qui sont nombreux dans les maisons? Donc, ça, c'est ce volet-là que le gouvernement a compris et le gouvernement a déjà essayé donc de répartir à peu près ces stratégies. Alors, au niveau des universités, comme je l'ai dit, les curricula de formation sont révisés. Donc, il n'y a plus de possibilité de pouvoir faire n'importe quoi actuellement face aux réformes. Il y a l'autre côté qui est un côté monstrueux de la chose. C'est le plateau technique. On parle des infrastructures. Le gouvernement est déjà dans la vision de pouvoir mettre un certain nombre de formations en ligne. Ça va agir sur les infrastructures. Nos espaces de formation, ils sont dans comment? Ils sont dans, c'est vrai, mais on ne peut pas, même si aujourd'hui, il y a une réforme pour construire 6 000, 10 000 amphis, on n'aurait pas réglé le problème. Il y a tellement de flux qu'il faut absolument mettre en ligne donc, les formations. Ça, c'est déjà une solution que nous comptons déjà expérimenter dès la rentrée prochaine. J'ai dit que l'expérience des instituts d'enseignement professionnel, c'est une nouvelle expérience. Nous avons commencé avec une première cohorte cette année avec les métiers d'exploitant agricole. 50, je vous assure, pour ouvrir cela, ils étaient presque, je crois, ils étaient 600 ou un peu moins d'1 millier et qui étaient agrippés à cela pour finalement sortir 50. À chaque fois que nous lançons des recrutements pour les formations techniques, professionnelles, il y a un besoin que là. Donc, la mission des universités, c'est de pouvoir transformer cela. Et ça, c'est déjà engagé. Comme je le disais, le plateau technique reste alors le parent pour le moment à visiter sérieusement. Et le gouvernement de son Excellence, le président Baptiste Talon, a déjà prévu, par exemple, au niveau de CME City, de créer, d'offrir donc une plage de possibilités, de pouvoir même délocaliser les formations utiles. Quand on parle de l'intelligence artificielle, le gouvernement a déjà compris ça et a déjà mis un certain nombre de formations. Mais pour pouvoir gérer, puisque c'est une question de moyens, il y a un système d'octroi de bourses pour accompagner les meilleurs qui viennent, mais au même moment, il faut créer également
au niveau des universités des formations accessibles. Et ça va se faire. Donc, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit tantôt pour dire qu'on connaît déjà le mal. Donc, une fois qu'on connaît le mal et qu'on n'est pas resté les bras croisés, il y a plein de réformes qui ont déjà pris leur envol. On ne peut pas les obtenir au clic de doigts. On veut travailler sur un système. Et ça, ce n'est pas demain la veille, mais on sait qu'on est déjà pas mal avancé. Et nous avons également les privés qui sont là. Je remercie, je salue au passage le promoteur ISM Adonaï, M. Koufé. Nous avons les privés, il a dit. Il y a des privés également qui forment au métier que nous sommes en train d'accompagner. Nous les accompagnons parce qu'il y en a qui font du bon travail et il y en a que nous pensons que nous devons pouvoir accompagner pour permettre de voir clair un peu dans ce qu'ils font, de sorte que ce ne soit pas trop commercialisé, mais que ce soit réellement pour livrer des apprenants qui servent réellement à quelque chose. Et il y en a beaucoup de ces épaisses-là qui sont à encourager. Nous sommes dans cette dynamique. Cette année, par exemple, nous avons prévu de soutenir au moins une dizaine d'épaisses. Déjà le soutien, que ce soit le soutien moral que le soutien technique. Parce que leur problème, c'est comment faire pour que ce que nous envoyons au niveau du public soit également visible au niveau du privé. Sans le privé, nous ne pouvons pas tenir. Et ils l'ont dit, et ça, c'est réel. Nous devons soutenir ces établissements privés d'enseignement supérieur pour donc les spécialiser également dans un certain nombre de métiers. Donc, voilà, les lycées techniques et les lycées scientifiques demeurent de grandes priorités au niveau de nos universités. Quant aux autres formations qui se déroulent dans les entités, telles que les formations générales, les formations qui semblent ne plus être en adéquation avec les réalités, eh bien, ce que nous avons prévu de faire, c'est de les diluer totalement. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit tantôt, avant moi, qu'il faut revisiter le temps. Il faut décharger les apprenants de tout ce qu'on leur donne. C'est trop et il faut les organiser. C'est ce que le système LMD a prévu de pouvoir, sinon avant dans les universités, vous avez des cours qui commencent par exemple de 7 heures jusqu'à 13 heures sans interruption. C'est peut-être 10 minutes d'interruption, 6 heures. Ce n'est pas possible. Donc, c'est tout cela que nous avons reformaté et vous n'allez plus trouver dans une université un cours qui dépasse 2 heures, 3 heures. Encore que 3 heures, c'est beaucoup. Il faut maintenant de la pédagogie. Il faut que l'enseignant, le coach, qui est au milieu, au sein des apprenants, puisse donner le meilleur de lui-même pour pouvoir donc fidéliser ses apprenants. Et 1 heure, c'est déjà le maximum. Après 1 heure, on fait toujours un certain nombre d'activités. Et il faut diversifier les formations. Les formations ne sont pas simplement des formations théoriques. Même dans les valeurs, Catherine l'a dit tantôt, le savoir-être, le savoir-vivre demeure maintenant quelque chose d'incontournable pour faire l'homme. Donc, l'apprenant ne sort pas simplement avec qu'est-ce que j'ai dans ma tête, qu'est-ce que je sais faire, mais qui tu es. C'est ça qui fait partie de nos réalités et c'est ce que nous avons commencé par vouloir implémenter avec les nouvelles instances qui sont donc mises en place. Voilà, Catherine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions un peu plus précises. Je pourrais toujours répondre à cela. Ou alors, je compte sur mes collaborateurs qui sont également connectés pour regarder donc, dans le chat. Si eux, ils voient le chat, qu'ils visitent un peu le chat et qu'ils apportent donc les éléments dans le chat. Je crois que c'est ça qui serait un peu plus pratique. Merci. Tout à fait, Madame la Ministre. Merci beaucoup pour cette idée. Une personne de la nation va prendre note de toutes les questions qui se trouvent dans le chat et nous pourrons les adresser à vous ainsi qu'à Monsieur le directeur Ido, ainsi qu'à Monsieur le directeur général Ahmed Bedji, pour qu'ils puissent y répondre, pour que vous puissiez répondre tranquillement à toutes les questions que l'on voit, parce qu'il y en a plusieurs et c'est vrai que bon, le temps est occupé à s'écouler.
Mais nous allons, Monsieur Ido va répondre à plusieurs questions d'un coup, on va dire, qui lui sont adressées particulièrement à propos de l'éducation en langue maternelle. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, Monsieur le directeur Ido, je vous donne la parole pour répondre à ce sujet. Comme vous le voyez dans le chat, certains des personnes s'inquiètent en disant, bon, c'est très bien une langue nationale l'utiliser, mais quelles vont être les répercussions? Est-ce que ça va nous donner plus de possibilités d'emploi ou pas? Je vous laisse la parole, Monsieur Ido. Merci beaucoup, Catherine. C'est M. Kodia qui a posé cette question. Précisément, il veut savoir si la langue permettra-t-elle une coopération facile face à l'évolution actuelle de l'économie mondiale. Voilà, merci. En fait, si vous voulez, quand nous promouvons l'utilisation des langues maternelles comme médium d'enseignement, surtout dans les premières années d'apprentissage, c'est tout simplement parce que cela permet de faciliter l'apprentissage de toutes les matières, y compris les maths, les physiques, etc. Vous savez, quand l'enfant, quand il naît, avec sa mère, il parle une langue. Bon, dans les villes, il n'y a aucun souci. Mais dans les villages, c'est les langues maternelles souvent. Et il s'est fait que les enfants qui sont nés en ville, qui parlent français, d'abord, c'est une question au niveau, il y a des avantages psychopédagogiques, mais aussi, c'est une question d'équité et de justice. Vous savez, l'enfant qui est né à Cotonou, le 1er octobre, c'est la rentrée. L'enfant qui est né dans un autre village, reculé quelque part, où il n'a parlé que le fond avec sa maman, jusqu'à 6 ans. Le 1er octobre, les deux enfants se retrouvent devant des enseignants et celui qui est en ville, il est fortement avantagé. Celui qui est au village, puisque l'enseignant va parler en français. L'autre, lui, il est totalement perdu. Il ne sait même pas de quoi l'enseignant parle. Vous voyez le combat qu'il doit mener pour comprendre ce que l'enseignant dit, avant d'essayer lui-même de formuler ce qu'il peut dire. Alors que les études ont montré qu'un enfant, et ça aussi l'autre désavantage, c'est qu'un enfant entre 0 et 6 ans, il a quand même un bagage, il a un acquis. Mais l'école telle qu'elle est aujourd'hui, cet enfant, quand il arrive au CP1, il doit mettre tout cet acquis dans une poubelle. Puisqu'il va commencer quelque chose de nouveau, il y a des enfants qui comptent dans leur langue maternelle jusqu'à 100 avant d'aller à l'école primaire. Mais ils vont au CP1, on commence en français, on dit qu'il faut apprendre à lire jusqu'à 10. Vous voyez, mathématiquement, on les retarde. Et les études que nous avons menées ont démontré que les enfants, ils sont non seulement plus actifs et vivants puisqu'il y a un continuum entre la famille et l'école, mais mieux, ils sont très bons dans les matières scientifiques parce qu'on fait les maths dans leur langue. Et après, vous savez, ce qu'on dit, c'est que les enfants, c'est juste la base pour commencer. Mais après, on les passe aux autres matières. On ne va pas les enfermer dans leur langue, non. Et ça devient un accélérateur d'apprentissage de toutes les autres matières, y compris les langues. Ces enfants-là, quand ils commencent dans leur langue, après, ils apprennent plus rapidement le français et l'anglais. C'est pas du tout contradictoire. Donc, c'est juste pour faciliter le début de l'apprentissage que nous disons ça. Et ensuite, ça accélère les apprentissages. Et je termine sur ça pour dire que, par exemple, il y a une expérience qui a été menée avec succès au Burkina, où les enfants, grâce à la langue maternelle, font le primaire en 5 ans, au lieu de 6 ans. Et à 5 ans, on les présente au CP. Et ils réussissent. Et donc, vous voyez une année d'économiser sur l'année scolaire, ce que ça représente comme gain en économie, etc. Donc, on a des expériences prouvées, mais il y a des pays qui sont encore réticents à s'y avancer. Mais l'UNESCO, nous avons tout ce qu'il faut. Toutes les questions qu'on se pose, il y en a qui vont parler de trop grand nombre de langues. On va dire, non, quand vous avez 300 langues, comme au Cameroun ou à RDC, vous faites comment? On a des réponses scientifiques. On a aussi des cas extrêmes où, par exemple, en République centrafricaine, tout le monde, 100% des gens parlent le sango. Et pourtant, le sango n'est pas utilisé à l'école. Et donc, c'est vraiment une question de volonté politique et on y va. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont 850 langues. Il y a 430 qui sont utilisées à l'école parce que les parents revendiquent, chaque parent veut revendiquer que son enfant commence l'école dans sa langue. Mais bon, en Afrique, on n'y est pas encore, il y a beaucoup de résistance, mais nous continuons le plaidoyer et c'est un des meilleurs moyens de valoriser les cultures parce que la langue, quand tu jettes la langue, tu jettes la culture avec. Et donc, c'est un plaidoyer que nous continuons. Il n'a pas encore pris dans tous les pays, mais heureusement, de plus en plus de pays sollicitent l'accompagnement du BIE et de l'UNESCO pour
expérimenter l'enseignement des langues parce qu'il y a énormément, il n'y a que des avantages. Mais il faut seulement mettre les bonnes bases et on a les résultats. Le deuxième intervenant, M. Ananou, félicité. Il a apprécié mon intervention sur le fait que j'ai parlé de promouvoir les compétences digitales dès le primaire. Il a dit que c'était une excellente chose, mais sa question, c'est comment mettre aussi les bases à avoir pour une vision, les bases pour l'enseignement, la professionnalisation dès le primaire. En effet, vous avez raison. En Afrique, l'enseignement technique et la formation professionnelle, on n'en parle qu'à partir de la classe de seconde. Et nous, au BIE, nous avons décidé, sur la base d'une expérience très porteuse qui est menée à Abidjan par une structure, de commencer par le primaire. La sensibilisation à l'entrepreneuriat doit commencer au primaire. Et j'ai été témoin d'un exercice qui s'est passé et j'ai beaucoup apprécié. Et nous sommes en train de documenter cela pour le partager avec des pays qui le veulent. C'est tout simplement, ils ont réparti, c'était une classe de CM1, ils ont mis les enfants en groupe de 7 et on leur a dit, bon, maintenant, si vous voulez chercher l'argent, comment vous allez faire? Excusez-moi le terme tribal. Et donc, les enfants, ils se sont mis à réfléchir comment faire pour gagner de l'argent. C'était ça, comment gagner de l'argent. Et quand j'arrivais, ils étaient en train de faire la restitution, je suis tombé sur un groupe et ils avaient décidé, par exemple, de vendre des bonbons et des biscuits à l'école. Parce qu'ils ont constaté qu'à l'école, autour de l'école, il y a des boutiques et à la récréation, les enfants vont payer des bonbons et des biscuits. Ils se sont dit qu'eux-mêmes, ils vont vendre des bonbons et des biscuits. Donc, ça, c'était leur projet. Ensuite, comment avoir le fonds pour démarrer? Ils ont décidé d'aller chacun voir son père ou sa mère pour prendre 500 francs. Ils ont mis ensemble et ils se sont dit, mais tiens, il faut qu'on puisse gérer ça. Et ils ont désigné à leur sein un comptable. Et ils ont acheté une petite table avec un menuisier. Ils ont acheté des paquets de biscuits et de bonbons avec ce qu'ils ont pu avoir. Et ils ont déposé ça à l'école. À la récréation, ils ont décidé de vendre à tour de rôle. Alors, à la récréation, vous voyez, quand les enfants sortent, et puis voir un de leurs assis autour d'une table en train de vendre des biscuits, ils ne vont plus à la boutique, mais ils viennent là. Et donc, ces enfants-là, à la fin de l'année, ils ont pu avoir 20 000 francs d'économie. Et vous voyez, donc, à côté de ça, c'est la valeur pédagogique que c'est possible d'avoir de l'argent. Il suffit de réfléchir et trouver des moyens. Donc, ça, ce sont des choses, et pour moi, ça nous dit que l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'initiation doit commencer dès le primaire, mais pas à partir du secondaire. Enfin, il y a un troisième, dans le chat, il y a une troisième personne, M. Umbo, qui a dit que vous allez lire son chat, il est même au tableau devant moi, que je suis resté sur ma faim, l'UNESCO n'a aucune planification pour le changement attendu depuis longtemps. Madame la ministre et M. Ido sont encore dans des diagnostics. Je voulais dire que je suis désolé, monsieur. C'est que vous ne nous avez pas écoutés. Ni Madame la ministre, ni moi, ni Monsieur le DG, nous n'étions en train de parler de diagnostic. Nous sommes en train de parler de solutions pour améliorer les choses. Tout notre discours a tourné autour de qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses. Alors, si je suis surpris que vous êtes connectés et que vous n'ayez pas entendu ça. Ça, c'est d'un. Et la deuxième chose, vous savez, je disais tout à l'heure qu'à New York, on a parlé d'éducation aux compétences. L'éducation, c'est pour les compétences, mais c'est aussi pour les valeurs. Une des valeurs, c'est le respect. Vous savez, c'est important d'être courtois. Je suis désolé. Quand on dit que l'UNESCO n'a aucune planification, je vous invite à relire, à vous informer davantage sur ce que l'UNESCO fait. Parce que là, ce n'est pas du tout vrai ce que vous êtes en train de dire. Et cherchez à mieux comprendre l'UNESCO et vous comprendrez que on a fait d'énormes choses. Donc, je ne réponds pas à votre question, mais je voudrais juste vous inviter à plus de courtoisie dans de tels forats. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Monsieur le directeur Yao Ido, pour ces réponses, votre intervention et cette mise au point, puisque effectivement, depuis le début de cette session, et l'objectif, c'est d'apporter des solutions et de montrer l'éventail de solutions qui existent et l'entreprise, l'anticipation qui a été mise en œuvre par le gouvernement du Bénin, tout comme les agences des Nations Unies. Tout le monde essaye de faire au mieux pour que la société se porte bien. J'ai vu aussi dans ce chat où nous avons énormément de questions plus intéressantes les unes que les autres, qu'on parlait par exemple de la profession d'infirmier, d'infirmière, profession très importante. Nous avons vu
cette importance particulièrement au moment du confinement, au moment du pic de la Covid. Je vais essayer de poster dans le chat un rapport qui vient de sortir du Conseil national des infirmiers et infirmières basé à Genève et qui justement fait un état des lieux de la situation et qui parle en particulier de ce que la personne a posé comme question. Justement, c'est Gagnou qui a posé la question sur le domaine de la santé et la formation des infirmiers et infirmières. Et ce rapport parle en particulier de la problématique des pays tels que les pays africains ou des pays asiatiques qui forment du personnel qualifié et personnel qualifié qui part travailler dans d'autres pays, en particulier dans des pays occidentaux, où il y a une forte demande parce qu'il y a un manque de personnel qualifié dans le domaine de la santé. Mais ça provoque une hémorragie dans les pays africains qui, à leur tour, se trouvent en manque de personnel. Et comme l'a indiqué aussi le directeur général de l'Organisation internationale du travail, il y a des mécanismes qui devraient être mis en place pour que ce genre d'échange soit gagnant-gagnant et pas que des pays investissent de l'argent pour former du personnel qualifié d'un côté et que finalement, ils ne profitent pas de son investissement puisque ce personnel part exercer la profession sous d'autres cieux. Nous avons la chance, parce que vraiment, nous sommes à court de temps, mais je souhaiterais donner la parole aussi à son Excellence l'ambassadeur du Maroc, qui nous fait l'honneur de suivre cet événement depuis le début. Excellence, est-ce que vous êtes disponible pour nous dire quelques mots? Je ne vois pas son Excellence l'ambassadeur du Maroc qui était là pourtant tout à l'heure. Est-ce qu'on peut m'indiquer si son Excellence l'ambassadeur du Maroc est encore connecté? L'ambassadeur Rachid Ribi? Non, je pense qu'il n'est plus connecté. Mais en tout cas, nous avons été honorés de sa présence. Il a dû être appelé à quelques urgences dues à son emploi du temps. Maintenant, on arrive vers la fin de cet événement. Il faut qu'on donne la parole à celui qui a initié cette conférence, c'est-à-dire Monsieur le directeur Paul Amoussou. Je vous vois. Je vois que vous êtes connecté. Donc, je vais vous passer la parole pour que vous preniez le relais dans la suite de cet événement et les conclusions. Merci Catherine. Cet événement du quotidien de service public et de la nation et de l'office qui le chapeaute, à savoir l'Office national de l'imprimerie et de presse, l'ONIP, dont je salue du reste son directeur général, M. Martin Soakoudé, ainsi que toutes les personnalités que j'ai pu noter en ligne, dont certaines ont levé la main. Malheureusement, on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. La question de l'adéquation entre la formation et l'emploi est un thème, un sujet d'actualité. Et de nombreux pays, dont le Bénin, s'illustrent par un mouvement de fond en réformant leur politique de formation et de la main-d'œuvre et de l'emploi dans le but explicite de rapprocher le monde de l'économie à celui de l'éducation. Et tous les acteurs s'accordent sur la question, sur la pertinence de l'enjeu, seulement l'approche à privilégier pour y parvenir, pour résoudre cette problématique qui fait quelque peu débat. Et j'en veux pour preuve deux rapports qui ont porté sur la question. Je veux d'abord citer le premier rapport du célèbre cabinet McKinsey qui porte sur qui définit les compétences dont les entreprises auront besoin dans le futur. Et puis, en deux, il y a le rapport
du World Economic Forum qui porte sur les 10 principales compétences professionnelles du demain. Et si on s'en tient qu'à ces 2 rapports, on se rend compte qu'il y a vraiment matière à débat. Et c'est donc adossé sur le constat qu'il faut trouver des réponses innovantes et des réponses créatives et pour pouvoir relever ce défi que le quotidien La Nation, le journal du service public du Bénin, a initié cette conférence. Et je crois que les personnes, les acteurs, les principaux acteurs, les avis les plus compétents ont été mobilisés à travers Madame la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mandatée pour relever notamment ce défi au Bénin, aux côtés de son homologue en charge de l'enseignement technique, du directeur général en charge de l'Agence nationale pour l'emploi. Nous avons également fait appel à M. Ido, qui est le directeur du Bureau international d'éducation, qui, au niveau de l'UNESCO, est en charge justement des questions liées au curricula de formation. Et donc, nous espérons avoir répondu à vos attentes. Et beaucoup de préoccupations ont été abordées. Malheureusement, nous ne pouvons pas, le temps n'étant pas inextensible. Nous allons devoir mettre un terme à cette conférence en vous rassurant de ce que la discussion se poursuit sur nos plateformes, à savoir La Nation Bénin, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur également le fil de discussion de notre site internet lanation.bj. Merci, Madame la ministre, de nous avoir honoré de votre participation. Monsieur Merci beaucoup. Yao, merci également de nous avoir honoré de votre participation depuis votre bureau. Monsieur Hubert, merci également pour votre contribution. Merci, Catherine. Merci à tous les contributeurs. Merci à tous les participants. J'ai vu notamment monsieur Messan Diego qui est resté main levée jusqu'au bout et qui malheureusement n'a pas pu donner la parole. Monsieur RDB Rachid, qui est l'ambassadeur du Bénin, du Maroc du Bénin, qui est resté main levée sans qu'on ait pu lui donner la parole. Et comme je l'ai dit, je vais demander à nos speakers principaux ainsi qu'à aux contributeurs, s'ils le veulent bien, de rester en lien pour que la discussion continue. Merci et à bientôt pour la prochaine thématique du quotidien La Nation. Merci Catherine, bien. Également pour nous, la modération. Merci à tous. Merci Catherine. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Merci, Catherine. Merci également. Nous allons continuer de répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le DG. Bye bye.